Le bruit a crevé le silence de la nuit alpine. Un craquement de branches. Lourd. Intentionnel. Juste assez près pour glacer le sang. Ma main s'est resserrée sur le bois froid du vieux fusil de chasse de mon mari. L'arme était lourde. Bien plus lourde que dans mes souvenirs. Mais son poids était rassurant contre mon épaule. Derrière moi. Blotti contre mes jambes. La petite silhouette de Bettina tremblait. Sa respiration était un souffle court et saccadé dans la quiétude oppressante du chalet. Ils nous ont retrouvés. Mamie? A-t-elle murmuré? Sa voix d'enfant à peine audible. Je n'ai pas répondu. Mes yeux restaient fixés sur la lisière sombre de la forêt. Là où la lumière de la lune ne parvenait pas à percer le voile épais des sapins. Je ne voyais rien. Mais je sentais une présence. Une menace qui avait rampé à travers les kilomètres et les frontières pour nous trouver ici. Dans ce qui devait être notre sanctuaire. Mon cœur battait un rythme lourd et régulier dans ma poitrine. Un tambour de guerre pour une bataille que je n'avais jamais voulu mener. Tout avait commencé 3 semaines plus tôt. Dans un aéroport bondé où notre seule préoccupation était un au revoir. Un simple au revoir qui avait tout changé. L'air de l'aéroport Charles de Gaulle vibrait de cette énergie si particulière des lieux de passage. Un mélange d'excitation, de tristesse et d'impatience. Bettina, ma petite fille de 7 ans, tenait fermement ma main. Son autre main serrant contre sa poitrine un lapin en peluche usé. Monsieur Carotte. Nous venions de dire au revoir à Robert? Mon fils. Son avion pour Londres roulait déjà sur le tarmac. Une silhouette blanche et impersonnelle emportant la personne la plus chère à nos cœurs. Il va revenir vite. N'est-ce pas? A demandé Bettina. Ses grands yeux bruns fixés sur l'avion qui s'éloignait. Dans 1 semaine? Ma chérie. Ai-je répondu en lui caressant les cheveux. Juste le temps pour nous de manger toutes les glaces que ton père n'aime pas. Un petit sourire a effleuré ses lèvres. Mais il s'est vite évanoui. Son regard a glissé de la piste d'envol pour se fixer sur quelque chose. Ou quelqu'un. Derrière nous. Sa petite main s'est crispée dans la mienne avec une force surprenante. Papa est parti. Il faut qu'on parte. Maintenant. Les mots, prononcés si doucement, ont tranché le brouhaha de l'aéroport comme une lame. J'ai froncé les sourcils. Intrigué. Qu'est-ce que tu racontes? Mon cœur? On vient de dire au revoir à papa. Mais le visage de Bettina n'était plus celui d'une enfant triste de voir son père partir. Il était pâle. Grave. Ses yeux remplis d'une urgence qui ne correspondait pas à son âge. On doit partir. Mamie Hélène. Tout de suite. Sa voix a légèrement tremblé. Mais sa poigne est restée ferme, m'entraînant vers la sortie. J'avais passé 68 ans à apprendre qu'il fallait écouter les enfants lorsqu'ils parlaient avec une telle certitude. Il y avait dans son ton quelque chose qui me rappelait Robert. Cette façon décisive qu'il avait de prendre une décision. J'ai jeté un regard désinvolte par-dessus mon épaule. Comme si je vérifiais le tableau des départs. Et je les ai vus. 2 hommes en costume sombre se tenaient près du point de contrôle de sécurité. Ils n'avaient rien d'ouvertement menaçant. Mais leur attention était fixée sur nous. Sans le moindre doute. Il y avait quelque chose dans leur posture. Dans la manière délibérée dont ils balayaient le terminal du regard tout en gardant conscience de notre position. Qui a déclenché une alarme enfouie au plus profond de ma mémoire. D'accord. Allons à la voiture. Ai-je accepté d'une voix que j'espérais neutre. Ajustant mon sac à main sur mon épaule et guidant Bettina vers la sortie avec une fausse nonchalance. Il se fait tard. De toute façon. Nous avons traversé le terminal bondé à un rythme mesuré. Pas trop vite pour ne pas attirer l'attention. Mais avec une détermination claire. Bettina est restée collée à mon flanc.
Son lapin en peluche serré contre elle comme un bouclier. Est-ce qu'ils nous suivent? Mamie? A-t-elle chuchoté alors que nous montions sur l'escalator menant au parking. J'ai résisté à l'envie de regarder en arrière. Comment tu savais pour ces hommes? Bettina? Papa a dit qu'il viendrait peut-être. Il a dit que si je voyais des hommes en costume sombre nous regarder après son départ, je devais te dire qu'il fallait partir tout de suite. Sa voix était à peine audible par-dessus le bruit ambiant. Un frisson m'a parcouru l'échine. Robert. Mon fils si pragmatique. Si rationnel. Qui travaillait comme directeur financier chez Horizon Mondial Investissement. N'avait jamais été enclin à la paranoïa ou au mélodrame. S'il avait averti sa fille de la présence d'éventuels observateurs, il devait avoir de très sérieuses raisons. Le parking était à moitié vide. Notre berline était garée au 3e niveau. En approchant, j'ai balayé nonchalamment la zone du regard et j'ai repéré un SUV noir aux vitres teintées. Moteur tournant. 2 rangées plus loin. Le conducteur semblait parler dans un téléphone ou une radio. Bettina. Ai-je dit doucement. Est-ce que ton père t'a dit autre chose? Quelque chose que je devrais savoir? Elle a hoché la tête solennellement. Il a dit que si les méchants hommes venaient, je devais te donner Monsieur Carotte. Il y a quelque chose de spécial à l'intérieur. Elle a hésité. Et papa a dit de ne pas utiliser nos téléphones. Ils peuvent écouter. J'ai déverrouillé la voiture. Aidé Bettina à s'installer sur le siège arrière et à boucler sa ceinture avant de contourner le véhicule pour prendre ma place au volant. Dans le rétroviseur, j'ai vu les portes de l'ascenseur s'ouvrir, révélant les 2 hommes du terminal. Des décennies à enseigner l'histoire au lycée ne m'avaient pas préparé à ce moment. Mais les années que j'avais passées à élever seul mon fils après la mort prématurée de mon mari m'avaient appris une leçon cruciale, quand il s'agit de protéger sa famille. L'hésitation est votre pire ennemi. J'ai démarré le moteur et j'ai quitté la place de parking, conduisant normalement vers la sortie. Le SUV que j'avais remarqué s'est mis en mouvement à son tour, se positionnant plusieurs voitures derrière nous. Au péage, j'ai payé en espèces plutôt qu'avec la carte de crédit que j'aurais utilisée normalement. Une décision motivée par l'avertissement de Bettina sur les téléphones. S'il pouvait écouter les appels, les paiements électroniques laisseraient une trace tout aussi claire. En nous insérant sur le périphérique, j'ai pris une décision en une fraction de seconde, évitant notre itinéraire habituel vers notre maison en banlieue. Au lieu de cela, j'ai pris la sortie vers le centre de Paris, entrant dans le labyrinthe de la ville où nous pourrions peut-être semer nos poursuivants dans le trafic du soir. Bettina. Ai-je dit. En gardant ma voix calme tout en vérifiant constamment les rétroviseurs. J'ai besoin que tu me donnes Monsieur Carotte maintenant. Elle m'a tendu le lapin en peluche usé. Sa fourrure, autrefois blanche, était maintenant grise après des années d'amour. Papa a dit que tu devrais regarder dans la poche spéciale. Je lui ai rendu le lapin. Garde-le pour l'instant. Quand nous serons dans un endroit sûr, je regarderai. On est en danger? Mamie? A-t-elle demandé? Sa voix petite mais stable. J'ai croisé son regard dans le rétroviseur, frappé par sa ressemblance avec Robert à cet âge. La même expression sérieuse face aux vérités difficiles. Je n'en suis pas encore sûre, ma chérie. Mais ton père voulait clairement que nous soyons prudentes. Alors c'est ce que nous allons faire. Le SUV restait plusieurs voitures derrière nous. Une constance trop parfaite pour être une coïncidence. J'ai fait une série de virages aléatoires dans les rues de la ville, confirmant mes soupçons lorsqu'il a ajusté sa trajectoire pour correspondre à notre chemin apparemment erratique. Mon esprit tournait à toute vitesse. Dans quoi Robert s'était-il impliqué? Pourquoi ne m'avait-il pas prévenu directement?
Quelle information pouvait être si dangereuse au point de transformer mon fils comptable en organisateur de fuite et sa fille en messagère secrète? Je me suis engagé dans le parking souterrain d'un grand magasin, conduisant jusqu'au niveau le plus bas avant de trouver une place partiellement masquée par un pilier de béton. Après avoir coupé le moteur, je suis resté assise un instant, rassemblant mes esprits. Laisse-moi voir Monsieur Carotte maintenant. Bettina. Elle m'a tendu la peluche, me regardant attentivement pendant que je l'examinais. Une petite couture presque invisible courait le long de son dos, différente des coutures d'origine. Je l'ai délicatement ouverte, révélant une poche cachée. À l'intérieur se trouvait une petite clé USB et un mot manuscrit. De l'écriture précise de Robert. Maman. Si tu lis ceci, cela signifie que nous sommes tous en danger. Je ne pouvais pas te le dire directement. Il me surveille de trop près. J'ai découvert des preuves financières de corruption massive et de vente d'armes illégales chez Horizon Mondial. La clé USB contient les preuves, mais elle est cryptée. Tu auras besoin du mot de passe. Ne rentrez pas à la maison. N'utilisez ni carte de crédit, ni téléphone. Ils ont des ressources partout. Allez à la Bibliothèque nationale de France. Le site François Mitterrand. Dans la section Histoire, trouvez l'histoire de la résistance de Vercors. La page 187 contient les prochaines instructions. Ne fais confiance à personne, sauf à Thomas Moulin au journal Le Monde. Il attend les preuves. Je suis désolé de vous mettre, Bettina et toi, dans cette situation. Garde-la en sécurité. Je vous contacterai dès que je le pourrai. Je t'aime. Robert. J'ai plié la note et l'ai glissée dans ma poche avec la clé USB. Mes mains tremblant légèrement alors que la réalité de notre situation commençait à s'imposer. Mon fils. La personne la plus prudente et la plus éthique que je connaisse, était apparemment tombé sur quelque chose d'assez dangereux pour le faire fuir le pays et transformer sa mère et sa fille en fugitives. Qu'est-ce que papa a dit? A demandé Bettina, son jeune visage montrant une maturité au-delà de son âge. Qu'il faut que nous soyons très courageuses, ai-je répondu en redémarrant la voiture, et que nous avons une mission très importante. Alors que nous sortions du parking par une rampe différente, j'ai aperçu le SUV noir qui tournait autour de l'entrée du magasin, nous cherchant. Nous avions gagné un avantage temporaire, mais je savais qu'il ne durerait pas. Pendant 40 ans, j'avais été Hélène Dubois, veuve, professeure d'histoire, grand-mère. Une femme dont les plus grandes aventures avaient été vécues par procuration à travers les livres. Maintenant, en l'espace de 30 minutes, j'étais devenue tout autre chose. La gardienne de secrets dangereux. Une fugitive fuyant des menaces anonymes. La protectrice de ma petite fille et de la vérité explosive que mon fils avait tout risqué pour exposer. Le soir parisien s'étendait devant nous. Ces monuments familiers semblant soudain étrangers et pleins de menaces potentielles. J'ai vérifié les rétroviseurs une dernière fois et j'ai mis le cap sur la Bibliothèque nationale, me demandant combien d'autres vies ordinaires avaient été bouleversées par un simple avertissement chuchoté. Papa est parti. Il faut qu'on parte. Maintenant. 6 petits mots qui avaient tout changé. La Bibliothèque nationale de France se dressait contre le ciel assombri tel un forteresse de savoir. Ses 4 tours en forme de livres ouverts dominaient la scène, illuminés par des lumières stratégiquement placées. En d'autres circonstances, j'aurais apprécié sa grandeur architecturale. Ce soir, elle ne représentait qu'un havre temporaire, un lieu pour trouver le prochain indice sur la piste que Robert avait laissée pour nous. Je me suis garée à 2 rues de là, dans un parking public, payant de nouveau en espèces. Avant de quitter la voiture, j'ai fouillé dans le sac d'urgence que je gardais dans le coffre,
Une habitude prise lors des hivers rigoureux. J'y ai trouvé une casquette et une veste légère pour moi. Et un sweatshirt à capuche pour Bettina. On va jouer à un jeu. Lui ai-je dit alors que nous marchions vers la bibliothèque. Mes yeux balayant constamment les environs. Nous allons faire semblant d'être d'autres personnes pendant un petit moment. Comme des actrices dans une pièce de théâtre. Bettina a hoché la tête solennellement. À cause des méchants hommes? Oui. Ma chérie. Juste pour être en sécurité. Je peux être belle, a-t-elle déclaré, se référant à son personnage de conte de fées préféré. Et tu peux être sa sœur? Pour veiller sur elle? Ai-je suggéré? Reconnaissante de sa capacité à transformer notre situation en aventure plutôt qu'en cauchemar. Les sœurs restent toujours ensemble. N'est-ce pas? Sa petite main a serré la mienne en signe d'accord alors que nous montions les marches monumentales de l'esplanade. À l'intérieur, le hall caverneux bourdonnait de l'énergie feutrée des usagers du soir. Des étudiants penchés sur des ordinateurs portables. Des hommes âgés lisant des journaux. De jeunes professionnels parcourant les nouveautés. Nous nous sommes fondus dans ce tableau de normalité. Juste une grand-mère et sa petite-fille en visite à la bibliothèque un soir de semaine. La section d'histoire occupait une grande partie du niveau jardin. Des rangées d'étagères créaient un labyrinthe de connaissances couvrant des siècles et des continents. Je me suis déplacée avec détermination. Des années d'enseignement de l'histoire me donnaient un sens intuitif de l'endroit où chercher. Histoire de France. Milieu du XXe siècle. Il serait là. L'histoire de la résistance. Vercors. Ai-je murmuré en faisant glisser mes doigts sur les dos des livres jusqu'à ce que je le trouve. Un volume épais avec une jaquette légèrement décolorée. Mon défunt mari, Jacques, avait en effet adoré ce livre, en gardant un exemplaire dans son bureau tout au long de notre mariage. La référence de Robert n'était pas aléatoire. Il utilisait des connaissances familiales comme sécurité. Des informations qui n'apparaîtraient dans aucune base de données exploitant nos détails personnels. J'ai retiré le volume de l'étagère et je suis allée à la page 187. Mon cœur battant la chamade. Là. Glissée entre des pages détaillant les réseaux de sabotage, se trouvait une petite enveloppe. Je l'ai glissée dans ma poche sans en examiner le contenu. J'ai remis le livre à sa place. Et j'ai guidé Bettina vers la section jeunesse. On peut prendre des livres? Mamie? A-t-elle demandé alors que nous passions devant des présentoirs colorés. Pas aujourd'hui. Ma chérie. Nous devons continuer à bouger. J'ai adouci le refus en lui serrant doucement l'épaule. Mais peut-être que tu pourrais en choisir un pour que je te le raconte de mémoire plus tard. Pendant que Bettina délibérait entre des albums illustrés sur un présentoir tournant, j'ai trouvé un coin tranquille et j'ai rapidement examiné le contenu de l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une petite clé. De style ancien. Probablement pour un coffre-fort. Et une autre note de l'écriture de Robert. Crédit Lyonnais. Agence centrale. Coffre 1547. Le code d'accès est l'anniversaire de papa plus celui de Bettina. Vas-y demain matin à l'ouverture. À l'intérieur, il y a tout ce dont Moulin a besoin. Ce soir, restez dans un endroit inattendu. Ils vérifieront les hôtels à ton nom et avec tes cartes de crédit. Le mot de passe pour la clé USB, carottes et choux 2016. Sois prudente. Maman. Ces gens ont des ressources et des relations partout. Fais confiance à ton instinct. J'ai mémorisé le contenu avant de déchirer la note en minuscules morceaux et de les jeter dans des poubelles séparées à travers la bibliothèque. La clé est allée dans la petite poche zippée à l'intérieur de mon sac à main. À côté de la clé USB. Alors que je retournais à la section jeunesse. Un mouvement près de l'ascenseur a attiré mon attention. Un homme en costume sombre parlait doucement dans son poignet.
ses yeux balayant l'étage avec une précision méthodique. Mon pouce est accéléré. Il nous avait trouvés plus rapidement que je ne l'avais prévu. Bettina était toujours absorbée par les livres d'images, inconsciente du danger. Je me suis approchée d'elle nonchalamment, me penchant comme pour regarder sa sélection. Il faut qu'on parte maintenant. Par l'escalier de secours. Ai-je chuchoté en désignant la sortie de secours à l'extrémité de l'étage. Souviens-toi. On joue toujours à notre jeu. Marche normalement. Mais vite. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Mais elle a hoché la tête, serrant plus fort Monsieur Carotte alors que nous nous déplacions entre les étagères, utilisant l'agencement de la bibliothèque pour masquer notre chemin à l'homme près de l'ascenseur. La sortie de secours donnait sur une cage d'escalier qui descendait jusqu'au sous-sol. Nous nous sommes dépêchés de descendre, le son de nos pas résonnant malgré mes tentatives de discrétion. En bas, un couloir de service menait à un quai de chargement où des employés de la bibliothèque déchargeaient des cartons d'une camionnette de livraison. J'ai guidé Bettina à travers eux avec un signe de tête confiant, comme si nous étions à notre place. Et nous avons émergé dans une rue latérale, loin de l'entrée principale. La nuit était complètement tombée maintenant. La ville s'était transformée en un paysage d'ombre et de lumière artificielle. Où est-ce qu'on va? Mamie? A demandé Bettina alors que nous nous éloignions rapidement de la bibliothèque. Ses petites jambes travaillant 2 fois plus vite pour suivre mon rythme. C'était une bonne question. Une question à laquelle je cherchais encore la réponse. Nous ne pouvions pas rentrer à la maison. Robert avait été clair là-dessus. Les hôtels exigeaient une pièce d'identité et une carte de crédit. Les amis ou les autres membres de la famille seraient des endroits évidents à vérifier pour ces gens avec des ressources. Puis je me suis souvenu de Maria Ferreira. Une ancienne élève devenue une amie au fil des ans. Elle gérait un petit immeuble d'appartements dans le 13e arrondissement. Un quartier cosmopolite accueillant de nouveaux immigrants et des parents en visite qui avaient parfois besoin d'un logement sans paperasse ni question. Nous allons rendre visite à une amie. Ai-je dit à Bettina. Élant un taxi au coin de la rue. Quelqu'un qui peut nous aider. Dans le taxi. J'ai donné au chauffeur une adresse à 3 rue de l'immeuble de Maria. Ne voulant pas laisser de piste directe. Bettina s'est appuyée contre moi. La fatigue la rattrapant enfin après le stress et l'excitation de notre fuite. Tu es si courageuse. Ai-je murmuré en lui caressant les cheveux. Ton père serait fier. Est-ce que papa a des ennuis? A-t-elle demandé. Sa voix étouffée contre mon côté. Il essaie de réparer quelque chose qui ne va pas. Ai-je répondu prudemment. Parfois. Faire ce qui est juste peut être dangereux. Mais il est quand même important de le faire. Elle a hoché la tête comme si cela avait un sens parfait. Comme dans Harry Potter quand ils doivent combattre Voldemort même si ça fait peur. Exactement comme ça. Ai-je convenu? M'émerveillant de la façon dont les enfants pouvaient souvent distiller des situations morales complexes à leur essence. L'immeuble de Maria était un modeste bâtiment de 3 étages dans une rue bordée de structures similaires. Le quartier bourdonnait de la vie du soir. Des familles discutant sur les perrons. De la musique s'échappant des fenêtres ouvertes. L'odeur de diverses cuisines se mélangeant dans l'air. Maria a ouvert sa porte avec surprise. Une surprise qui s'est rapidement transformée en inquiétude en voyant notre apparence et l'urgence dans mes yeux. Hélène. Qu'est-ce qui t'amène ici si tard? Et avec la petite? En plus. Maria. J'ai besoin d'une faveur? Ai-je dit doucement. Nous avons besoin d'un endroit pour rester cette nuit. Un endroit où personne ne penserait à nous chercher. Et j'ai besoin d'emprunter ton ordinateur portable si possible. À son crédit. Maria n'a posé aucune question au-delà de ce qui était nécessaire. 20 minutes plus tard, nous étions installés dans un petit studio propre au 3e étage.
habituellement utilisée pour les parents en visite. Elle nous a apporté un ordinateur portable, quelques articles de toilette de base et un sac de nourriture de sa propre cuisine. Quels que soient les ennuis dans lesquels tu te trouves, Hélène, tu sais que tu peux me faire confiance, a-t-elle dit sur le seuil. Il vaut mieux que tu ne connaisses pas les détails, ai-je répondu, touché par son aide sans hésitation. Mais merci. Nous ne resterons pas longtemps. Juste cette nuit. Après son départ, j'ai préparé un simple dîner avec la nourriture qu'elle avait fournie, regardant Bettina manger avec soulagement. Les enfants étaient remarquablement résilients, mais ils avaient toujours besoin des bases, nourriture, repos et un sentiment de sécurité, même provisoire. Une fois qu'elle a été couchée, Monsieur Carotte serré contre sa poitrine, je me suis assise à la petite table près de la fenêtre et j'ai inséré la clé USB dans l'ordinateur portable de Maria. Un seul fichier crypté est apparu, demandant un mot de passe. J'ai tapé « Carottes et choux 2016 » et j'ai retenu mon souffle. Le fichier s'est ouvert, révélant des centaines de documents, de registres financiers, de mails, de transcriptions de réunions et de photographies. Je n'étais pas une experte financière, mais même pour mon œil non averti, les preuves étaient accablantes. Horizon Mondial Investissement avait apparemment facilité le blanchiment d'argent pour plusieurs cartels de la drogue et organisations terroristes, déguisant les transactions en investissements légitimes tout en prélevant des millions en frais. Pire encore, ils avaient financé des ventes d'armes à des zones de conflit sous embargo, utilisant des organisations d'aide humanitaire comme façade. Les noms de cadres de haut rang apparaissaient partout, y compris plusieurs qui occupaient des postes dans des organismes de réglementation et des agences gouvernementales. La corruption n'était pas seulement au sein de l'entreprise. Elle s'était métastasée dans les systèmes même conçus pour prévenir de telles activités. Pas étonnant que Robert ait fui. Pas étonnant qu'il n'ait pas pu risquer une communication directe. Les personnes impliquées dans ces documents avaient tout à perdre si cette information devenait publique. J'ai fermé les fichiers et retiré la clé USB, mes mains tremblant légèrement. Demain, nous devions accéder au coffre-fort, puis trouver ce Thomas Moulin au monde. Mais pour ce soir, notre seule tâche était de nous reposer et de rester cachés. Depuis le lit, la voix de Bettina a dérivé doucement dans l'obscurité. Mamie, est-ce que ça va aller? Je me suis déplacée pour m'asseoir à côté d'elle, écartant les cheveux de son front. Oui. Ma chérie. Tout ira très bien. Ton père nous a confié quelque chose de très important, et nous allons l'aider à arranger les choses. Elle a hoché la tête d'un air endormi, déjà en train de sombrer dans le sommeil. Je savais que tu saurais quoi faire. Papa a dit que tu étais la personne la plus courageuse qu'il ait jamais connue. Les mots m'ont prise par surprise. Un contrepoint chaleureux à la peur et à l'incertitude qui avait dominé la soirée. Aux yeux de Robert, apparemment, je n'étais pas seulement une professeure d'histoire à la retraite qui faisait de bons gâteaux et se souvenait des anniversaires. J'étais quelqu'un capable d'affronter le danger, de protéger ce qui comptait quand tout était en jeu. Alors que je retournais à ma veille près de la fenêtre, observant la rue en contrebas pour tout signe d'activité inhabituelle, je me suis demandé s'il avait raison. Courageuse n'avait jamais été la façon dont je me serais décrite. Pragmatique, peut-être. Déterminée. Résiliente. Mais courageuse? La nuit s'étendait devant nous, remplie d'inconnus. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux dangers. Mais ce soir, dans ce petit appartement, loin de notre existence confortable de banlieue, j'ai fait une promesse silencieuse à mon fils absent et à l'enfant endormi qui me faisait une confiance si totale. Je deviendrais tout ce que cette situation exigeait,
courageuse, rusée, pleine de ressources. Les gens qui nous traquaient avaient peut-être des ressources et des relations. Mais j'avais quelque chose de plus puissant. Une vie entière à être sous-estimée en tant que femme âgée. Et l'amour féroce et sans compromis d'une grand-mère protégeant sa famille. Ils ne me verraient pas venir. Et ce serait leur erreur. L'aube s'est levée sur Paris, peignant la ville de nuances ambrées et dorées qui démentaient le danger tapi dans ses rues. J'avais dormi par intermittence, me réveillant en sursaut à chaque sirène lointaine ou voix élevée venant de la rue. Maintenant, en regardant Bettina dormir paisiblement, Monsieur Carotte niché sous son menton, je me suis permis un instant de doute. Étais-je vraiment équipée pour cela? À 68 ans, mon expertise consistait à expliquer le traité de Versailles à des adolescents agités. Pas à déjouer des assassins d'entreprise. Pourtant, me voici. Planifiant notre approche d'une banque comme s'il s'agissait d'une opération militaire. Tout cela basé sur les instructions cryptiques de mon fils, qui était maintenant à mi-chemin de l'autre côté de la Manche. Bettina s'est agitée. Ses yeux s'ouvrant avec cette clarté particulière que les enfants possèdent parfois au réveil. Pas de transition progressive. Juste une présence immédiate. On va voir papa aujourd'hui? A-t-elle demandé en s'asseyant et en se frottant les yeux. Pas aujourd'hui. Ma chérie. Ai-je répondu en l'aidant à sortir du lit. Aujourd'hui. Nous allons suivre le prochain indice que ton père nous a laissé. Comme une chasse au trésor. Son visage s'est illuminé à cette idée. Avec la clé que tu as trouvée dans le livre? Exactement. Mais d'abord, le petit déjeuner. Maria avait glissé un sac devant notre porte contenant des vêtements propres pour nous deux. Des articles simples et pratiques qui nous aideraient à nous fondre dans la foule parisienne. Il y avait aussi une note m'informant qu'elle avait demandé une faveur à son cousin qui conduisait un taxi. Il nous emmènerait où nous devions aller. Sans poser de questions. À 8h30, nous étions dans le taxi de son cousin Ramon, en direction du quartier financier du centre-ville. J'avais expliqué à Bettina l'importance de continuer notre jeu. Nous utiliserions des noms différents. Éviterions d'attirer l'attention. Et surtout, elle ne devrait jamais mentionner son père ou la vraie raison de notre présence à la banque. Si quelqu'un demande, on va juste chercher les bijoux spéciaux de mamie dans le coffre? Lui ai-je dit alors que le taxi naviguait dans le trafic matinal. Tu peux t'en souvenir? Elle a hoché la tête solennellement. Je suis bonne pour me souvenir des choses. Papa dit que j'ai une mémoire d'éléphant. Le Crédit Lyonnais occupait un bâtiment en pierre de taille qui respirait la stabilité et la tradition. Des attributs qui m'avaient autrefois semblé rassurants, mais qui maintenant ressemblaient à une façade dissimulant de sombres vérités. Combien d'autres transactions entre ces murs respectables servaient-elles des objectifs comme ceux documentés dans les fichiers de Robert? Ramon a accepté de nous attendre, trouvant une place près d'un café de l'autre côté de la rue. J'ai pris la main de Bettina alors que nous montions les larges marches de pierre, ajustant consciemment ma posture pour projeter de la confiance plutôt que l'appréhension qui bouillonnait en moi. Le hall était animé par l'activité matinale. Des guichetiers servaient les premiers clients. Des hommes d'affaires faisaient des dépôts. Des gardes de sécurité surveillaient nonchalamment l'espace. Je me suis approché du bureau d'information où une jeune femme nous a accueillis avec un sourire professionnel. Bonjour. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je dois accéder à mon coffre-fort. S'il vous plaît. Ai-je dit. Ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Numéro 1547. Bien sûr. Puis-je voir votre pièce d'identité? J'ai présenté ma carte d'identité, poussant un soupir de soulagement intérieur lorsqu'elle y a simplement jeté un coup d'œil avant de taper quelque chose sur son ordinateur. Si les personnes qui nous poursuivaient avaient déjà signalé mon identité, nous le saurions très bientôt. Merci. Madame Dubois.
Et je vois que ce coffre a un code d'accès enregistré. Oui. Ai-je confirmé? Combinant les deux dates comme Robert l'avait indiqué. 15 61 1924. L'anniversaire de mon mari. Le 15 juin. Suivi de celui de Bettina. Le 24 septembre. Une autre information familiale qui n'apparaîtrait dans aucune base de données financières. La femme a hoché la tête et nous a dirigés vers un coin salon pendant qu'un responsable de la banque était appelé pour nous escorter jusqu'à la salle des coffres. Bettina s'est assise tranquillement à côté de moi, balançant ses jambes et serrant Monsieur Carotte. L'image même de l'innocence. J'ai scanné attentivement le hall, notant chaque personne qui entrait. Alerte au costume sombre ou au regard suspect. Un homme d'âge mûr dans un costume gris sur mesure s'est approché de nous après quelques minutes. Madame Dubois? Je suis Monsieur Daniels. Si vous voulez bien me suivre, je vous conduirai à votre coffre. Nous l'avons suivi à travers une porte sécurisée et dans un couloir jusqu'à la salle des coffres. L'énorme porte en acier était ouverte pendant les heures de bureau, révélant des rangées de boîtes métalliques encastrées dans les murs. Un autre employé a vérifié mon identité et mon code d'accès avant que Monsieur Daniels n'utilise sa clé conjointement avec la mienne pour retirer le coffre 1547. Vous pouvez utiliser ce salon privé? A-t-il dit en plaçant le long conteneur métallique sur une table dans une petite pièce attenante. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Appuyez simplement sur le bouton lorsque vous aurez terminé. Dès que la porte s'est refermée derrière lui, j'ai immédiatement ouvert le coffre. À l'intérieur se trouvait une enveloppe Kraft scellée, un téléphone portable prépayé et une épaisse liasse de billets de banque maintenus par un élastique. J'ai rapidement compté l'argent 10 000 € en diverses coupures avant de tourner mon attention vers l'enveloppe. Le contenu était succinct mais significatif. Une lettre officielle de Robert à Thomas Moulin du Monde autorisant la publication de tous les documents. Une clé USB étiquetée « Sauvegarde documents originaux » et une note manuscrite qui m'était adressée. Maman, si tu es arrivée jusqu'ici, ils sont définitivement à tes trousses. La clé USB de sauvegarde contient les mêmes fichiers plus des originaux que je ne pouvais pas risquer de laisser sur la première clé. Apporte tout à Moulin immédiatement. Il t'attend aujourd'hui. Le téléphone prépayé a un seul numéro programmé. Une ligne sécurisée qui me parviendra éventuellement. Utilise-le uniquement en cas d'urgence absolue, car il peut être tracé après activation. Après avoir tout livré à Moulin, prends Bettina et quittez Paris. Utilise l'argent liquide pour le transport et l'hébergement. Évite les avions ou les trains où une pièce d'identité est requise. Il y a un chalet dans les Alpes que papa et moi avions l'habitude de visiter. Le coin de pêche sur le lac de Cédré. Tu t'en souviens? La clé est toujours cachée sous la même pierre près de la porte arrière. Allez-y et attendez mon contact. Je suis tellement désolée de te faire subir ça. Je n'ai jamais eu l'intention de vous impliquer. Ni l'une ni l'autre. Mais quand j'ai réalisé à quel point c'était profond et à quel point j'étais surveillée, je n'avais pas le choix. Dis à Bettina que je l'aime plus que tout. Robert. J'ai plié la note et l'ai mise dans ma poche. Puis j'ai rassemblé tout le reste dans mon sac à main. Bettina m'observait avec des yeux curieux, mais ne posait aucune question, semblant comprendre instinctivement que c'était la partie sérieuse de notre jeu. Tu as trouvé le trésor? A-t-elle chuchoté alors que je refermais la boîte vide. Nous avons trouvé le prochain indice. Ai-je répondu doucement. Et maintenant? Nous devons le livrer à une personne spéciale qui peut aider ton papa. J'ai appuyé sur le bouton pour appeler Monsieur Daniels, utilisant la brève période d'attente pour me ressaisir. Nous étions à mi-chemin de la piste de Robert, avançant régulièrement vers la fin qu'il avait prévue. Mais si mes années d'enseignement de l'histoire m'avaient appris quelque chose, c'est que le moment le plus dangereux ne survient souvent pas au début d'une révolution,
Mais lorsque son succès commence à sembler possible. Les bureaux du Monde n'étaient qu'à une quinzaine de pâtés de maison. Alors que nous quittions la banque et retournions au taxi de Ramon qui nous attendait, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que nous étions observés. Que quelque part dans la foule matinale, des yeux suivaient nos mouvements, calculaient notre destination, se préparant à nous intercepter avant que nous ne puissions livrer les preuves qui feraient voler en éclats leur entreprise criminelle soigneusement construite. Où allons-nous maintenant, Madame Ferreira ? A demandé Ramon, utilisant le nom de famille de Maria pour moi comme convenu. Au siège du Monde ? S'il vous plaît. Ai-je répondu, installant Bettina à côté de moi sur la banquette arrière. Et si vous remarquez que quelqu'un nous suit ? S'il vous plaît. Prenez des mesures d'évitement. Les yeux de Ramon ont croisé les miens dans le rétroviseur. Un éclair de compréhension passant entre nous. Certainement. C'est Nora. Je connais cette ville mieux que les rats ne connaissent les égouts. Personne ne nous suivra longtemps. Alors que nous nous éloignons du trottoir ? J'ai serré la main de Bettina, puisant de la force dans sa confiance en moi. La prochaine heure déterminerait si le pari dangereux de Robert réussirait ou si nous deviendrions toutes les trois des victimes d'une corruption d'entreprise trop puissante pour être défiée. Quoi qu'il en soit, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ramon s'est montré aussi bon que sa parole, exécutant une série de virages soudains, revenant sur ses pas dans des rues à sens unique, et s'engageant même brièvement dans le parking d'un hôtel pour en ressortir par une rampe différente. Pendant tout ce temps, Bettina est restée calme, traitant la conduite évasive comme une partie de notre aventure plutôt que comme une tentative désespérée de semer d'éventuels poursuivants. Je pense que nous sommes tranquilles, a finalement annoncé Ramon, ses yeux vérifiant constamment ses rétroviseurs alors que nous approchions de l'imposant bâtiment du Monde. Mais je vais tourner dans le quartier après vous avoir déposé. Juste pour être certain. Merci. Ai-je dit. Avec une sincérité que les simples mots ne pouvaient exprimer. Nous ne devrions pas être longues. 1 heure tout au plus. Je vous attendrai. C'est Nora. Maria ne me pardonnerait jamais si j'abandonnais son professeur préféré. L'architecture moderne du siège du Monde m'avait toujours impressionné lors de visites précédentes au centre-ville. Sa façade de verre et d'acier, conçue par un architecte de renom, reflétait le ciel changeant de Paris. Aujourd'hui, elle représentait quelque chose de plus immédiat, un salut potentiel. Tenant fermement la main de Bettina, je me suis approchée du bureau de sécurité dans le hall, consciente de la précieuse cargaison dans mon sac à main. J'ai rendez-vous avec Thomas Moulin. Ai-je dit au garde ? Essayant de projeter une confiance désinvolte plutôt que l'énergie nerveuse qui me parcourait. Le garde a consulté un écran d'ordinateur. Je ne vois rien de prévu. Mon cœur s'est serré. L'arrangement de Robert avait-il échoué d'une manière ou d'une autre ? Avant que je puisse répondre, le téléphone du garde a sonné. Il a répondu, a écouté brièvement, puis m'a regardé avec un nouvel intérêt. Vous êtes Madame Dubois ? J'ai hoché la tête, soudain méfiante. Monsieur Moulin dit de vous faire monter immédiatement. 18e étage. Bureau 1823. Le soulagement m'a envahi alors que le garde nous délivrait des badges de visiteurs temporaires et nous dirigeait vers les ascenseurs. À l'intérieur de l'ascenseur, Bettina m'a regardé avec des yeux curieux. C'est la personne qui va aider papa ? Je l'espère. Ma chérie. Ai-je répondu en arrangeant sa veste et en lissant ses cheveux. De petits gestes maternels qui me réconfortaient autant qu'elle. Souviens-toi. Nous devons faire attention à ce que nous disons. Le 18e étage abritait le service des enquêtes. Un labyrinthe de bureaux et de bureaux vitrés bourdonnant d'activité.
Une jeune assistante nous a accueillis à l'ascenseur et nous a escortés directement à un bureau d'angle où un homme d'une quarantaine d'années attendait debout. Les manches de sa chemise retroussées et la cravate desserrée. L'uniforme universel des journalistes en plein bouclage. « Madame Dubois » a-t-il dit en tendant la main. Thomas Moulin. Je vous attendais ? Mais je commençais à m'inquiéter. Nous avons dû prendre certaines précautions. Et j'expliquai en lui serrant la main avant de présenter Bettina. L'expression de Moulin s'est adoucie en saluant ma petite fille, lui offrant une brique de jus de fruits d'un petit réfrigérateur dans son bureau avant de se tourner vers moi avec un sérieux renouvelé. Robert m'a contacté il y a 3 semaines ? A-t-il expliqué une fois que nous étions assises et que Bettina était occupée avec un bloc-notes et des crayons de couleur que l'assistante avait fournis. Il a dit qu'il avait des preuves de crimes financiers massifs impliquant Horizon Mondial, mais qu'il avait besoin de temps pour tout compiler et créer des sauvegardes sécurisées. Il s'est penché en avant. Puis, il est soudainement devenu silencieux il y a 2 jours. Quand mes sources m'ont dit qu'il avait pris un avion pour Londres hier, j'ai supposé le pire. Qu'il avait été compromis ou effrayé. Ni l'un ni l'autre. Ai-je dit en ouvrant mon sac à main pour en extraire l'enveloppe et les clés USB. Il a dû partir pour se protéger. Mais il a pris des dispositions pour que tout vous parvienne par notre intermédiaire. Les yeux de Moulin se sont écarquillés alors que je posais les objets sur son bureau. C'est important et potentiellement très dangereux pour vous. Robert vous a-t-il expliqué exactement ce qu'il a découvert ? Blanchiment d'argent pour des organisations criminelles ? Vente d'armes illégales ? Corruption s'étendant aux agences de régulation. J'ai gardé la voix basse malgré la porte fermée. J'en ai assez vu pour comprendre pourquoi des gens tueraient pour garder cela secret. Il a hoché la tête d'un air sombre. Horizon Mondial gère des milliards en investissement, y compris des fonds de pension pour plusieurs gouvernements régionaux et de grands syndicats. S'ils ont utilisé cette activité légitime comme couverture pour des entreprises criminelles, il a laissé les implications en suspens. En combien de temps pouvez-vous publier ? Ai-je demandé en jetant un coup d'œil à Bettina pour m'assurer qu'elle restait absorbée par son dessin. Je vais devoir vérifier les documents clés. Tout faire valider par notre équipe juridique et obtenir l'approbation de la rédaction. Moulin examinait déjà les clés. Son expression passant d'un intérêt professionnel à quelque chose qui approchait l'admiration en parcourant le contenu. C'est extraordinairement complet. Robert n'a pas laissé beaucoup de fils dénoués. C'est comme ça qu'il a toujours été. Ai-je dit. Une vague de fierté maternelle se mêlant à la peur pour mon fils méthodique et intègre. Minutieux à l'extrême. Avec ce niveau de documentation, nous pourrions publier un premier article en ligne d'ici demain. Édition papier le lendemain. Il a levé les yeux de son ordinateur. Mais vous et votre petite fille ne devriez être nulle part près de Paris quand cela arrivera. Ces gens seront désespérés une fois qu'ils réaliseront ce qui s'en vient. Nous partons dès que nous aurons fini ici. Les jeux assurés. Robert a suggéré un endroit où nous pouvons nous faire discrètes jusqu'à ce que les choses se calment. Moulin a hoché la tête, puis a hésité. Madame Dubois. J'enquête sur la corruption d'entreprise depuis 15 ans. Ce que votre fils a découvert ici n'est pas seulement inhabituel. C'est sans précédent dans son ampleur et le niveau de détail qu'il a réussi à documenter. Quand cette histoire sortira, elle déclenchera des enquêtes dans plusieurs pays. Un chaos boursier ? Probablement des commissions d'enquête parlementaires. Il s'est interrompu, semblant dépassé par les implications. Est-ce que ce sera suffisant ? Ai-je demandé. La professeure en moi ayant besoin de savoir que ce risque pour mon fils, pour Bettina, pour notre sécurité et notre avenir, atteindrait son but. Seront-ils tenus pour responsables ? Certains le seront. Les dirigeants les plus en vue ? Certainement. Certains des fonctionnaires impliqués. Son expression est devenue réaliste plutôt que rassurante.
Mais des systèmes aussi corrompus ont des mécanismes d'autopréservation. Certaines personnes échapperont aux conséquences. C'est juste la réalité. J'ai absorbé cela avec un signe de tête, ayant enseigné assez d'histoires pour comprendre comment le pouvoir se protège. Tant que cela arrête le pire, les ventes d'armes, le blanchiment d'argent pour les terroristes. Cela doit cesser. Cela cessera, a promis Moulin. Cette histoire rendra cela inévitable. On a frappé à la porte. L'assistante de Moulin a passé la tête, l'expression tendue. Il y a 2 hommes dans le hall qui demandent une autorisation de sécurité pour monter. Ils prétendent être des agents fédéraux enquêtant sur des crimes financiers. Mais quelque chose semble louche. La sécurité les fait patienter. Mais ils insistent. La réaction de Moulin a été immédiate. Nous devons vous faire sortir maintenant. Y a-t-il autre chose que Robert voulait que je sache? J'ai secoué la tête, rassemblant mes affaires. Tandis que Moulin copiait rapidement le contenu des clés sur son serveur sécurisé. Il y a un monte-charge qui mène au quai de chargement, a-t-il expliqué en me rendant les clés originales. Mon assistante vous y conduira. Je vais m'occuper de nos visiteurs et vous faire gagner du temps. Il s'est brièvement accroupi au niveau de Bettina. C'était très agréable de te rencontrer, jeune demoiselle. Toi et ta grand-mère faites quelque chose de très courageux et d'important aujourd'hui. Bettina a souri timidement. Mon papa dit que parfois il faut être courageux même quand on a peur. Ton papa est un homme sage? A répondu Moulin. Une lueur d'émotion traversant son visage avant de se tourner à nouveau vers moi. Partez maintenant. Je vous contacterai via le canal sécurisé que Robert a établi une fois que l'histoire sera publiée. L'assistante nous a conduites à travers un dédale de couloirs jusqu'à un monte-charge niché au fond de l'étage. Alors que les portes se fermaient, j'ai aperçu 2 hommes en costume sombre sortant de l'ascenseur principal. Leurs expressions graves et déterminées. Nous nous étions échappés de justesse. Le quai de chargement bourdonnait d'activité. Des camions de livraison arrivant avec des fournitures de papier. Des livraisons pour la cafétéria. Le personnel du courrier triant les colis. Nous nous sommes glissés à travers le chaos organisé sans être remarqués. Émergeant dans une rue latérale. Loin de l'entrée principale. Le taxi de Ramon attendait exactement là où il l'avait promis. 2 rues plus haut au sud. Alors que nous nous dépêchions vers lui, j'ai combattu l'envie de regarder par-dessus mon épaule, sachant que paraître nerveuse ne ferait qu'attirer une attention que nous ne pouvions pas nous permettre. Avez-vous terminé votre chasse au trésor, petite? A demandé Ramon alors que nous nous installions sur la banquette arrière. Pas encore, a répondu sérieusement Bettina. Nous avons encore un endroit où aller. Alors allons-y, a-t-il dit en s'insérant en douceur dans la circulation. Où? C'est Nora? J'ai hésité un court instant. Nous devons quitter la ville. Direction le sud-est. Vers les Alpes. Je vous guiderai au fur et à mesure. Alors que les toits de Paris s'éloignaient dans la vitre arrière, j'ai serré Bettina contre moi, me permettant un moment d'optimisme prudent. Nous avions accompli la mission de Robert. L'épreuve était entre de bonnes mains. Bientôt une connaissance publique qui ne pourrait être ni enterrée ni niée. Maintenant, il nous suffisait de disparaître jusqu'à ce que la tempête passe. Mamie, a chuchoté Bettina contre mon côté. Est-ce qu'on est en train de gagner notre jeu? J'ai caressé ses cheveux, mesurant soigneusement ma réponse. Nous nous en sortons très bien, ma chérie. Très bien. Même. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que dans des jeux comme celui-ci, des jeux où des gens puissants risquaient de tout perdre, le moment le plus dangereux survient souvent juste avant la victoire. Nous avions porté un coup à nos adversaires?
Mais ils étaient loin d'être vaincus. Et comme des prédateurs blessés, ils seraient maintenant au plus fort de leur dangerosité. La campagne française s'est déployée au-delà de nos fenêtres alors que le taxi de Ramon laissait derrière lui l'étalement urbain. Des paysages familiers se sont transformés en territoires étrangers à travers le prisme de notre nouvelle réalité. Chaque voiture de police était une menace potentielle. Chaque SUV noir un poursuivant possible. J'ai demandé à Ramon d'éviter les autoroutes, choisissant plutôt le réseau de routes nationales et départementales qui rendrait notre voyage plus long mais moins prévisible. Nous devrions nous arrêter bientôt, lui ai-je dit après presque 2 heures de route. Vous en avez fait plus qu'assez? Et je ne veux pas vous éloigner trop de votre travail habituel. Ramon a secoué fermement la tête. Maria m'a dit de vous aider. Quoi qu'il arrive. D'ailleurs, mon neveu couvre mes services aujourd'hui. Où allons-nous exactement? J'ai hésité, oscillant entre la confiance et la prudence. Un chalet dans les Alpes, près du lac de Cèdre. Les Alpes? C'est loin. C'est Nora. Au moins 6 heures de plus. Surtout sur ces petites routes. Je sais. Nous trouverons un autre moyen à partir d'ici. J'ai jeté un coup d'œil à Bettina, qui s'était endormie contre moi, émotionnellement épuisée par les aventures de notre matinée. Peut-être un bus? Ou? J'ai une meilleure idée. M'a interrompu Ramon, croisant mon regard dans le rétroviseur. Mon beau-frère dirige une petite entreprise de transport. Ils ont une livraison pour Grenoble aujourd'hui. Le chauffeur est mon cousin, Eduardo. Il pourrait vous emmener la majeure partie du chemin. L'offre était tentante. Les camionneurs traversaient les régions avec un minimum de surveillance. Et le caractère aléatoire de la connexion avec un véhicule déjà en route serait presque impossible à anticiper pour nos poursuivants. Pourtant, j'ai hésité, réticente à impliquer davantage de personnes dans notre situation dangereuse. Ramon semblait lire dans mes pensées. Eduardo ne pose pas de questions. Il a fait de nombreuses livraisons spéciales de ce genre pour la famille et les amis qui avaient besoin de voyager discrètement. Je n'ai pas insisté pour avoir des détails. La communauté immigrée avait ses propres raisons de devoir parfois déplacer des personnes discrètement. Des raisons que j'avais appris à comprendre et à respecter au fil de mes années de travail avec Maria et sa famille élargie. Si vous êtes sûr que cela ne le dérangerait pas, ai-je finalement dit. Ramon a passé un appel en portugais rapide. Trop rapide pour que mon vocabulaire limité puisse suivre. Après une brève conversation, il a hoché la tête avec satisfaction. C'est arrangé. Eduardo nous rejoindra à une aire de repos près d'Auxerre dans 1 heure. Il livre des meubles à des magasins près de Grenoble. Vous et la petite pouvez monter dans la cabine avec lui. Très confortable. Très sûr. J'ai pressé son épaule en signe de gratitude. Je ne sais pas comment vous remercier correctement. Vous et Maria. Vous avez aidé la fille de Maria à obtenir une bourse d'études il y a des années? A-t-il répondu simplement. Dans notre famille, nous n'oublions pas de telles bontés. L'air de repos bourdonnait au rythme du commerce autoroutier. Des poids lourds faisant le plein. Des chauffeurs prenant des repas et du café. Des voyageurs s'étirant les jambes. J'ai utilisé une partie de l'argent de Robert pour acheter des provisions, des sandwichs, des boissons, des collations pour le voyage à venir, ainsi qu'un petit sac à dos, des articles de toilette de base, et un livre de coloriage avec des crayons pour Bettina. Le camion d'Eduardo était exactement comme promis. Un grand véhicule commercial transportant des meubles à des détaillants de la région Rhône-Alpes. Le chauffeur lui-même était un homme à la carrure imposante, avec une barbe poivre et sel et des yeux doux qui se plissaient lorsqu'il souriait à Bettina. Ramon dit que vous devez atteindre le lac de Cèdre? A-t-il dit après de brèves présentations. Je livre à Grenoble.
C'est sur la route. De là. Ce ne sera plus très loin. C'est parfait. Ai-je convenu? Soulagé au-delà de toute mesure. Et vous êtes sûr que nous ne dérangeons pas? Eduardo a balayé mon inquiétude d'un geste de la main. L'entreprise paie le carburant de toute façon. Avoir des passagers rend le voyage moins solitaire. Il a souri à Bettina. Surtout des passagers qui pourraient aimer entendre des histoires de routiers. Après des remerciements émus et la promesse de faire savoir à Maria quand nous serions en sécurité. Nous nous sommes séparés de Ramon. Eduardo nous a aidés à monter dans la cabine étonnamment spacieuse de son camion, montrant à Bettina la couchette surélevée derrière les sièges, qui la ravit par son efficacité compacte. C'est comme une petite maison sur roues. S'est-elle exclamée en rebondissant légèrement sur la couchette étroite. Alors que l'énorme camion grondait sur l'autoroute, j'ai senti une partie de la tension se relâcher de mes épaules. Nous nous éloignons du danger à chaque kilomètre. Cachés dans le flux anonyme du trafic commercial qui sillonnait le pays. Pour la première fois depuis l'avertissement chuchoté de Bettina à l'aéroport, je me suis permis de prendre une profonde inspiration. Eduardo s'est avéré un compagnon prévenant, divertissant Bettina avec des récits soigneusement expurgés de ses 20 ans sur la route tout en me laissant de l'espace pour digérer notre situation. Quand il a remarqué ma fatigue, il a insisté pour que je me repose dans la couchette pendant que lui et Bettina continuaient leur conversation sur les sièges avant. Je dois être tombée dans un sommeil plus profond que prévu. Car lorsque je me suis réveillée, la qualité de la lumière avait radicalement changé. Le soleil doré de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres. Et le paysage extérieur s'était transformé, passant des champs de Bourgogne aux contreforts plus denses des Alpes. On approche de Grenoble, m'a informé Eduardo alors que je les rejoignais. Encore 1 heure peut-être. Bettina coloriait avec contentement. Sa peur précédente apparemment oubliée dans l'aventure d'un voyage en gros camion. J'ai vérifié le téléphone prépayé du coffre-fort. Toujours pas de message. Ce qui était à la fois rassurant et inquiétant. Robert était-il arrivé à Londres en toute sécurité? Était-il toujours en danger? Puis-je vous demander une faveur? Ai-je dit à Eduardo. Pourriez-vous peut-être trouver une station d'information à la radio? J'ai besoin de vérifier s'il y a des informations pertinentes. Il a hoché la tête d'un air entendu, réglant la radio sur une chaîne d'information où un animateur était en pleine phrase. L'action plongeant au milieu de rumeurs d'une enquête journalistique majeure qui devrait être publiée demain. Horizon Mondial Investissement a publié une déclaration niant toute irrégularité et qualifiant les rumeurs d'attaques sans fondement destinées à manipuler les marchés. La cotation a été temporairement suspendue après que les actions ont chuté de 20% dans l'après-midi. Les analystes financiers spéculent sur. Eduardo a changé de station à ma demande. Mais le mal était fait. La nouvelle commençait déjà à fuiter. Le Monde devait avoir commencé à contacter Horizon Mondial pour obtenir des commentaires. Une pratique journalistique standard permettant au sujet de répondre avant publication. Cela signifiait également que nos poursuivants savaient maintenant exactement ce qui se préparait. Mauvaise nouvelle? A demandé Eduardo tranquillement. Ses yeux se dirigeant de manière significative vers Bettina pour indiquer qu'il ne parlerait pas clairement devant elle. Des nouvelles compliquées. Ai-je répondu. Mais cela confirme que nous devons atteindre notre destination le plus rapidement possible. Il a hoché la tête, appuyant légèrement sur l'accélérateur. Je connais quelques raccourcis. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres quand Eduardo a finalement garé son camion dans un petit relais routier à une 50aine de kilomètres au nord de Grenoble. C'est aussi loin que mon itinéraire me le permet, a-t-il expliqué en s'excusant. Mais la propriétaire ici, Maggie, elle peut vous aider. Son fils conduit un camion grumier près du lac de Cèdre. Plus de relations, plus de bonté d'étrangers. C'était comme si la piste de Robert avait été complétée par un réseau de soutien inattendu.
se matérialisant au moment où nous en avions le plus besoin. Maggie s'est avérée être une femme pragmatique d'une 60aine d'années qui a posé peu de questions après la brève explication privée d'Eduardo. En moins d'une heure, son fils Derek est arrivé dans son pick-up, prêt à nous conduire pour la dernière étape jusqu'au lac de Cèdre. Alors que nous remercions Eduardo et nous préparions à passer dans le véhicule de Derek, Bettina a soudainement enlacé la jambe massive du chauffeur de camion. « Merci pour les histoires » a-t-elle dit solennellement. « Et pour nous avoir aidés dans notre jeu. » Eduardo s'est agenouillé à son niveau. Son visage buriné doux. « De rien. Petite. Sois sage pour ta grand-mère. » D'accord ? Elle est très courageuse. Les mots simples m'ont serré la poitrine. Non pas parce qu'ils étaient particulièrement profonds, mais parce qu'ils reflétaient à quel point notre réalité avait complètement basculé. 2 jours plus tôt, j'étais une enseignante à la retraite attendant avec impatience une semaine tranquille avec ma petite fille pendant que mon fils voyageait pour affaires. Maintenant, des étrangers me qualifiaient de courageuse alors qu'ils nous aidaient à fuir des hommes dangereux. Alors que le pick-up de Derek grondait vers le nord en direction du lac de Cèdre et du sanctuaire promis par Robert, je me suis demandé si j'étais, en fait, courageuse. Ou simplement une grand-mère sans autre choix que de continuer à avancer. Un pas à la fois. Vers ce qui nous attendait au bout de cette route de plus en plus dangereuse. Le lac de Cèdre s'est matérialisé dans le crépuscule naissant comme un souvenir prenant forme physique. Une étendue d'eau lisse reflétant le bleu profond du ciel du soir. Entourée de denses forêts de pins qui avaient été le sanctuaire de mon mari Jacques pendant des décennies avant sa mort. Le petit chalet en rondin, qui avait servi de camp de base à d'innombrables expéditions de pêche père-fils, se dressait sur une légère éminence surplombant l'eau. Ses fenêtres sombres et ses volets fermés. Derek a arrêté son pick-up au bout du chemin de terre défoncé, à une 50aine de mètres du chalet. « C'est aussi près que je peux aller ?» a-t-il expliqué. La route est ravinée chaque printemps, et personne ne s'est donné la peine de l'améliorer. C'est parfait. Les jeux assurés en rassemblant nos maigres provisions. Vous avez été incroyablement gentil. Il a haussé les épaules, balayant mes remerciements avec la modestie désinvolte que j'en venais à associer à ce chemin de fer clandestin improvisé qui nous avait transportés de Paris aux Alpes. Maman n'aurait pas voulu qu'il en soit autrement. Vous avez besoin de quelque chose pendant que vous êtes ici ? Il y a une radio dans le chalet. Le canal 3 atteint notre maison si la réception est bonne. Il a hésité. Puis a ajouté, je ne veux pas être indiscret. Madame. Mais quel que soit le problème dans lequel vous vous trouvez, j'espère qu'il passera vite. J'ai hoché la tête en signe de reconnaissance, aidant une Bettina endormie à descendre du camion. Nous avons regardé les feux arrière de Derek disparaître sur la route étroite avant de nous tourner vers le chalet qui serait notre refuge. Pour combien de temps ? Des jours ? Des semaines ? Les instructions de Robert n'avaient pas précisé. Et j'ai réalisé avec un léger frisson que nous étions maintenant vraiment seuls. Coupés à la fois de nos poursuivants et de nos alliés. C'est ici que papa et papy venaient pêcher ? A demandé Bettina. Soudain plus alerte en observant les environs. Oui. Ma chérie. Ils venaient ici chaque été quand ton père avait à peu près ton âge. Et toi ? Tu venais aussi ? J'ai secoué la tête. Un sourire doux amer se formant. Non. C'était leur endroit spécial ? Juste pour eux. Je ne suis venue qu'une seule fois. Pour aider ton grand-père à le fermer pour l'hiver. L'année avant sa mort. C'était il y a près de 15 ans. Pourtant, je me souvenais exactement où Jacques avait caché la clé de rechange, sous une pierre distinctive striée de rouge près des marches du porche arrière. Remarquablement, elle était toujours là. Exactement comme Robert l'avait promis dans sa note. L'intérieur du chalet était simple mais bien entretenu.
Une pièce principale avec une cheminée en pierre. Un petit coin cuisine. 2 chambres et une salle de bain basique avec une douche qui puisait l'eau du lac. Tout était recouvert d'une fine couche de poussière. Mais sinon, il semblait que quelqu'un, probablement Robert, s'était assuré que l'endroit restait en bon état au fil des ans. Ça sent les sapins à l'intérieur aussi, a observé Bettina alors que j'allumais les lampes à gaz, leur lueur chaude créant des ombres dansantes sur les murs en rondins. Ton grand-père adorait l'odeur du pain? Lui ai-je dit. Reconnaissante de la distraction des tâches pratiques, vérifier la bouteille de gaz. Démarrer le générateur pour l'électricité. Trouver du linge pour les lits. Il disait que ça lui éclaircissait l'esprit mieux que n'importe quel médicament. En travaillant ensemble, nous avons bientôt rendu le chalet raisonnablement confortable. J'ai localisé la radio promise et l'ai testée brièvement, ne recevant que des grésillements, mais confirmant qu'elle avait de l'énergie. Les placards de la cuisine contenaient des produits de base, conserves, pâtes, riz, complétés par les provisions que nous avions achetées à l'aire de repos. Nous devrions éventuellement sortir pour de la nourriture fraîche. Mais pas immédiatement. Une fois Bettina nourrie, lavée et couchée dans l'un des lits étroits de la plus petite chambre, je me suis permis de vraiment considérer notre situation pour la première fois. Le téléphone prépayé du coffre-fort restait silencieux. Pas de contact d'urgence de Robert. Le chalet n'avait ni télévision ni connexion Internet, nous laissant complètement isolés des nouvelles concernant l'article du Monde où c'est retombé. Je me suis retrouvé debout à la fenêtre surplombant le lac, regardant le clair de lune onduler sur sa surface, essayant de calmer les questions qui tournaient dans mon esprit. Thomas Moulin avait-il réussi à publier l'histoire? Horizon Mondial avait-il compris qui avait livré leurs secrets à la presse? Robert était-il en sécurité à Londres? Ou leur portée s'étendait-elle au-delà des océans? Mon reflet dans la vitre m'a surprise. Une femme à l'air fatiguée, aux cheveux argentés et aux yeux inquiets. Si différente de la professeure confiante qui avait accompagné son fils et sa petite-fille à l'aéroport à peine 36 heures plus tôt. Cette femme-là avait vécu dans un monde de plans de cours et de clubs de lecture, de listes de courses et de cartes d'anniversaire. Cette femme-ci existait dans un royaume d'ombre, de messages codés et de maisons sûres, poursuivis par des menaces anonymes. Un léger bruit derrière moi a brisé ma rêverie. Bettina, marchant à pas feutrés dans la pièce principale dans son pyjama emprunté. Monsieur Carotte serré contre sa poitrine. Je n'arrive pas à dormir? A-t-elle dit simplement. Le lit est bizarre. J'ai ouvert les bras et elle est venue à moi sans hésitation. Son petit corps chaud contre le mien alors que je la soulevais sur mes genoux dans le vieux fauteuil à bascule près de la cheminée. C'est un nouvel endroit. Ai-je reconnu? Il faut du temps pour s'habituer aux nouveaux endroits. Quand est-ce que papa revient? La question ne contenait ni plainte ni lamentation. Juste le désir simple d'une enfant de comprendre. J'ai choisi mes mots avec soin. Dès qu'il aura terminé son travail important. Il compte sur nous pour être courageuse et patiente pendant son absence. Est-ce qu'il combat des méchants? Comme dans mes livres. La question simple a capturé l'essence de notre situation avec une clarté inattendue. D'une certaine manière? Oui. Ton père a découvert que certaines personnes dans son entreprise faisaient des choses très mauvaises qui blessaient les autres. Il s'assure qu'il ne puisse plus continuer à faire ces choses. Bettina a hoché la tête, apparemment satisfaite de cette explication. C'est pour ça que les hommes à l'aéroport voulaient nous arrêter. Parce que nous avions les preuves secrètes de papa. Je n'aurais pas dû être surprise par sa compréhension. Les enfants absorbent bien plus que ce que les adultes leur créditent souvent. Mais son résumé factuel m'a quand même prise au dépourvu. Oui. Ai-je admis. Mais nous avons fait exactement ce que ton père nous a demandé. Nous avons apporté les preuves à la bonne personne?
Et maintenant tout le monde connaîtra la vérité. Et après? On pourra rentrer à la maison? La question innocente m'a transpercé le cœur. Je n'avais aucune idée si nous retournerions un jour à nos vies antérieures. Si la révélation des crimes d'horizon mondial garantirait notre sécurité ou nous marquerait définitivement comme des cibles. La vérité était que je ne savais pas à quoi ressemblerait la maison après tout cela. Nous serons de nouveau avec ton père? Ai-je promis à la place? C'est ce qui compte le plus. Elle a accepté cela? Ses paupières s'alourdissant alors que je me balançais doucement d'avant en arrière. En quelques minutes, elle s'est rendormie. Sa respiration profonde et régulière. Son visage paisible à la lumière de la lampe. J'ai continué à me balancer, réticente à perturber son repos en la déplaçant dans son lit. Dehors, un hibou a appelé de l'autre côté du lac. Un son obsédant qui semblait faire écho à l'incertitude de notre avenir. Pourtant, à cet instant, avec le poids confiant de Bettina contre moi, j'ai ressenti une clarté de but inattendue. Quoi qu'il arrive ensuite, quels que soient les défis ou les dangers auxquels nous serions encore confrontés, je protégerai cet enfant. Non seulement parce qu'elle était ma petite fille ou parce que Robert me l'avait confiée, mais parce que dans un monde où des gens puissants pouvaient autoriser nonchalamment des ventes d'armes qui tueraient des milliers de personnes ou blanchir de l'argent pour des terroristes, protéger les innocents et la vérité devenait un acte de défi. J'avais passé des décennies à enseigner aux étudiants les moments historiques où des gens ordinaires avaient été confrontés à des choix extraordinaires. Maintenant, dans le calme d'un chalet isolé avec un enfant endormi dans mes bras, je réalisais que j'étais devenue l'une de ces personnes, poussée par les circonstances dans un moment qui définirait non seulement ma vie, mais potentiellement beaucoup d'autres. La pensée était terrifiante et, d'une manière étrangement stimulante. Le matin est arrivé avec une beauté saisissante. La lumière du soleil filtrait à travers les branches de pin, projetant des motifs tachetés sur le sol du chalet, tandis que le chant des oiseaux remplissait l'air extérieur. Pendant un instant désorientant, j'aurais presque pu croire que nous étions simplement en vacances. Que Robert sortirait de la deuxième chambre en bâillant et en demandant ce qu'il y avait pour le petit déjeuner. Que notre plus grande préoccupation serait de savoir si les poissons mordaient aujourd'hui. La réalité s'est réaffirmée lorsque j'ai vérifié le téléphone prépayé. Toujours pas de message. J'ai automatiquement balayé la lisière des arbres du regard, cherchant tout signe de mouvement inattendu. De vieilles habitudes acquises en seulement 2 jours de vie de fugitive, déjà ancrées comme si j'avais vécu ainsi pendant des années. Bettina, cependant, a embrassé notre nouvel environnement avec l'adaptabilité de l'enfance. Après un petit déjeuner de flocons d'avoine et de pêche en conserve, elle a exploré le chalet avec délice, découvrant du matériel de pêche dans un placard, des jeux de société avec des pièces manquantes sous un lit, et une collection de guides de la faune locale qui a immédiatement capté son intérêt. Mamie, on peut aller chercher des oiseaux? A-t-elle demandé, me montrant des illustrations détaillées de mésanges et de citelles. Le livre dit qu'il y en a beaucoup ici. J'ai hésité. Tiraillée entre la prudence et la nécessité de maintenir une certaine semblance de normalité pour son bien. Le chalet était isolé. Le voisin le plus proche à au moins 1,5 km. Selon mes souvenirs des descriptions de Jacques. Une courte promenade le long du lac serait sûrement assez sûre. Nous resterons près du chalet? Ai-je décidé en l'aidant à enfiler sa veste? Et si je dis que nous devons rentrer? Nous rentrons immédiatement. Pas de question. Elle a hoché la tête solennellement, acceptant ces conditions avec le sérieux de notre jeu en cours. Ensemble, nous nous sommes aventurés à l'extérieur, restant à la lisière des arbres où nous pourrions rapidement nous mettre à l'abri si nécessaire. L'air printanier portait un froid persistant, mais le soleil réchauffait nos visages alors que nous marchions lentement le long de la rive.
Bettina tenait son guide des oiseaux, pointant avec enthousiasme chaque battement d'aile. Nous avions identifié cette espèce d'oiseau différente et collecté un assortiment de roches intéressantes lorsque le son lointain d'un moteur de véhicule a glacé mon sang. J'ai attrapé la main de Bettina, la tirant vers les arbres. À l'intérieur. Maintenant. Ai-je chuchoté. Tous mes sens soudainement exacerbés. Nous nous sommes précipités vers le chalet, entrant par la porte arrière et la verrouillant derrière nous. J'ai placé Bettina dans la plus petite chambre, loin des fenêtres. Reste ici jusqu'à ce que je vienne te chercher. Ai-je ordonné, en gardant ma voix calme malgré les battements de mon cœur. Souviens-toi comment on s'est entraîné. En étant très silencieuse. Elle a hoché la tête, serrant fermement Monsieur Carotte. Ses yeux grands mais confiants. Je me suis déplacée silencieusement vers la fenêtre avant, me positionnant pour voir sans être vue. Un pick-up. Un modèle ancien. Rouillé autour des passages de roues. S'était arrêté au bout du chemin de terre. Une seule silhouette en est sortie. Un homme âgé en chemise de flanelle et bottes de travail, portant ce qui semblait être un sac d'épicerie en papier. Le soulagement m'a envahi en reconnaissant la description de Derek de son père, le gardien de la propriété qui vérifiait le chalet périodiquement. Pourtant, je suis restée prudente, observant tandis qu'il s'approchait et frappait fermement à la porte d'entrée. « Madame Dubois » a-t-il appelé. « C'est Jim Lawson. Derek m'a envoyé avec quelques provisions. » J'ai récupéré Bettina avant de répondre, ne voulant pas la perdre de vue. Même pour un instant. Ensemble, nous avons ouvert la porte pour trouver un homme au visage buriné d'une 70aine d'années, avec des yeux bienveillants. « Je ne voulais pas vous effrayer, » a-t-il dit, tendant le sac d'épicerie. Derek a mentionné que vous pourriez avoir besoin de quelques produits frais. Lait. Pain. Ma femme a aussi envoyé une tourte. C'est incroyablement gentil. Ai-je dit, acceptant le sac avec gratitude. S'il vous plaît. Remerciez-la pour nous. Jim a hoché la tête, ses yeux examinant le chalet d'un œil professionnel. L'endroit tient le coup? Je ne suis pas beaucoup monté le vérifier cet hiver. Il est parfait. Les jeux assurés. Votre entretien l'a maintenu en merveilleux état. Il a semblé satisfait. Puis a hésité avant d'ajouter, je ne veux pas être indiscret. Madame. Mais Derek a dit que vous pourriez avoir des ennuis. Devrions-nous surveiller quelque chose? Des étrangers qui posent des questions? Ce genre de choses? La question directe m'a prise au dépourvu. Mais sa manière franche suggérait une préoccupation sincère plutôt qu'une curiosité mal placée. C'est compliqué. Ai-je admis? Mais oui. Il se pourrait que des gens nous cherchent. Si quelqu'un demande. Personne ne vous a vu? A-t-il terminé avec un signe de tête entendu? C'est ce que je pensais. Les gens d'ici s'occupent de leurs affaires. Mais on veille aussi les uns sur les autres. Il a jeté un coup d'œil à Bettina, qui était à moitié cachée derrière mes jambes. Restez tranquille. Je passerai tous les 2 jours avec des provisions. Si vous avez besoin de quelque chose de spécifique, laissez une note sous ce pot de fleurs sur le porche. Après son départ, je me suis sentie émue par cette chaîne continue de bonté de la part d'étrangers. Chaque personne faisant sa petite part sans demander d'explication ni porter de jugement. La journée s'est écoulée lentement, marquée par des activités simples pour occuper Bettina. Après le dîner, j'ai réessayé la radio. Cette fois, réussissant à me connecter à la fréquence que Derek avait mentionnée. Sa voix a crépité à travers les parasites, confirmant que son père avait pris contact et demandant si nous avions besoin de quoi que ce soit d'autre. J'ai demandé des journaux.
toutes les publications nationales qu'il pourrait trouver. Et il a promis de les envoyer avec la prochaine livraison. La nuit est tombée, apportant avec elle un silence profond. J'ai mis Bettina au lit. Puis je me suis installée dans le fauteuil à bascule avec une lampe à pétrole. Vers minuit. Le téléphone prépayé a finalement sonné. Un seul message texte d'un numéro non répertorié. Article publié. Action Horizon Mondial suspendue. Le siège a été perquisitionné par la police. Ne bougez pas. Contact arrive dans 3 jours. Tout le monde en sécurité pour l'instant. Le message laconique ne me disait rien sur la sécurité personnelle de Robert, mais confirmait que notre mission avait réussi. Thomas Moulin avait publié son enquête. Et les rouages de la justice, aussi imparfaits soient-ils, avaient commencé à tourner. Je me suis permis un moment de satisfaction avant que les implications de « Contact arrivent dans 3 jours » ne s'imposent. Quelqu'un arriverait au chalet ? Quelqu'un en qui Robert avait assez confiance pour nous l'envoyer. 3 jours de plus à attendre ? À sursauter à chaque son. À garder un visage courageux pour Bettina. Tandis que ma propre anxiété couvait sous la surface. J'ai vérifié toutes les portes et fenêtres une dernière fois avant d'essayer de dormir. Le fusil de chasse que j'avais trouvé dans le placard du chalet était maintenant appuyé à côté de mon lit. Jacques m'avait appris à tirer il y a des décennies. Une compétence que je n'aurais jamais imaginé avoir besoin d'utiliser. Les journaux sont arrivés le lendemain. Les gros titres confirmaient ce que le message texte avait suggéré. Horizon Mondial impliqué dans des crimes financiers massifs dominait les premières pages. Accompagné de photos d'agents de police emportant des boîtes du siège de l'entreprise à Paris. Le nom de Thomas Moulin apparaissait en bonne place. C'est l'entreprise de papa ? A demandé Bettina. Regardant par-dessus mon épaule le journal étalé sur la table de la cuisine. Oui. Ai-je répondu, pliant rapidement le journal pour cacher les détails les plus dérangeants. Ton père a aidé les journalistes à comprendre des choses très compliquées qui s'y passaient. Elle a hoché la tête, acceptant cette explication simplifiée. C'est pour ça qu'on vit notre aventure. Pour que les méchants ne puissent pas l'arrêter. Exactement. Ai-je confirmé. Une fois de plus impressionné par sa perception. Et ça a marché. L'épreuve de ton père aide beaucoup de gens maintenant. Les jours se sont écoulés avec une lenteur angoissante. Notre isolement. À la fois protection et prison. Le matin du 3e jour, je me suis réveillée avant l'aube. La tension m'envahissant à la perspective de notre visiteur attendu. Qui Robert enverrait-il ? Comment nous trouverait-il ? Quelle nouvelle apporterait-il ? Le soleil venait de passer la cime des arbres quand j'ai repéré un mouvement sur le chemin de terre. Pas un véhicule. Mais une seule silhouette à pied s'approchant régulièrement. J'ai récupéré le fusil à l'intérieur de la porte. Le gardant visible mais pas directement pointé. Alors que le visiteur se rapprochait. La brume matinale obscurcissait partiellement ses traits. Mais je pouvais distinguer une femme de taille moyenne portant un sac à dos. Habillée pour la randonnée. Alors qu'elle arrivait à une 50aine de mètres. La reconnaissance m'a frappé comme un coup. Rachel. L'ex-femme de Robert et la mère de Bettina. J'ai immédiatement baissé le fusil. Le choc et la confusion se bousculant en moi. Rachel avait déménagé à Lyon après le divorce il y a 2 ans. Établissant une nouvelle vie qui comprenait une implication minimale avec sa fille. Hélène ? A-t-elle appelé en levant une main en signe de salut alors qu'elle approchait du porche. C'est juste moi. J'ai posé le fusil. Allant à sa rencontre au bas des marches. Elle avait l'air épuisée. Rachel. Ai-je répondu ? Encore en train de digérer son arrivée inattendue. Comment ? Robert a tout arrangé. A-t-elle interrompu ? Laissant tomber son sac à dos. Il m'a contacté il y a 5 jours. M'a expliqué ce qui se passait.
J'ai voyagé sous un faux nom. En utilisant uniquement de l'argent liquide. Changeant de moyen de transport toutes les quelques heures. Avant que je puisse répondre, la porte du chalet s'est ouverte en grand et Bettina a jailli sur le porche. Son visage se transformant de joie incrédule. « Maman !» a-t-elle crié en dévalant pratiquement les marches dans sa hâte. Rachel s'est agenouillée, ouvrant les bras alors que Bettina se jetait dans son étreinte. « Salut, ma puce !» a-t-elle dit, utilisant le surnom qu'elle avait donné à sa fille quand elle était bébé. « Tu m'as tellement manqué. » Après les salutations émues, nous sommes entrés. Rachel a commencé à combler les lacunes considérables dans ma compréhension. Robert m'a contacté via un ancien compte de messagerie que nous gardions pour les urgences. A-t-elle expliqué. Il t'a tout dit? Ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Sur le blanchiment d'argent? Les ventes d'armes? Tout. Il a dit qu'il ne pouvait pas te prévenir directement parce qu'il le surveillait de trop près. Mais il savait que tu protégerais Bettina s'il lui donnait les bonnes instructions. Un éclair de quelque chose regret? Honte a traversé son visage. Il te faisait entièrement confiance? Hélène. Il a dit que tu étais la personne la plus forte qu'il connaissait. J'ai envoyé Bettina se laver et se changer, ayant besoin d'un moment pour parler avec Rachel en privé. Où est-il maintenant? Ai-je demandé une fois Bettina hors de portée de voix. Est-il en sécurité? Rachel a baissé la voix. Il n'est jamais allé à Londres. Le billet était une diversion. Il est en Suisse, travaillant avec les autorités internationales pour traquer les comptes offshore. Elle a hésité, puis a continué. La raison pour laquelle il m'a envoyé ici, c'est que nous devons partir. Nous toutes. Ce soir. Le calme que j'avais cultivé ces derniers jours s'est instantanément brisé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? L'enquête révèle des liens au-delà de ce que même Robert avait prévu. Des fonctionnaires? Des agences de renseignement. Des gens très puissants risquent la prison ou pire. Et ils ont remonté la fuite jusqu'à Robert. Ses yeux ont croisé les miens. La peur évidente malgré son ton contrôlé. Ils ont identifié sa famille comme un moyen de pression. Il y a eu un incident dans mon appartement à Lyon. Des hommes sont entrés. Ont tout saccagé. Le contact de Robert à la police dit qu'il resserre la recherche, se concentrant sur les propriétés ayant des liens familiaux. Une sueur froide m'a envahi. Ce chalet est enregistré au nom de la succession de Jacques. Exactement. A-t-elle confirmé d'un air sombre. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne le trouve dans les registres fonciers. Robert dit que nous devons partir ce soir. Rejoindre son contact à la frontière suisse. Ils ont de nouvelles identités prêtes. Un endroit où nous pourrons rester jusqu'à ce que le danger immédiat soit passé. L'ampleur de ce qu'elle décrivait abandonner toute notre vie. Peut-être de façon permanente m'a frappé avec une force physique. Pour combien de temps? Ai-je finalement réussi à demander? L'expression de Rachel s'est adoucie avec sympathie. Robert ne sait pas. Des mois au minimum. Peut-être plus longtemps. Le « peut-être jamais » non dit flottait dans l'air entre nous. J'ai pensé à ma maison remplie de décennies de souvenirs. Mes amis. La communauté que j'avais bâtie au fil d'une vie. Tout cela potentiellement perdu parce que mon fils avait choisi de dénoncer la corruption au plus haut niveau. Je sais que c'est accablant, a dit Rachel doucement. Mais nous n'avons pas le choix. Hélène. Ces gens ont atteint le stade du désespoir où ils n'ont plus rien à perdre. S'ils ne peuvent pas faire taire Robert directement, ils nous utiliseront pour le forcer à agir. J'ai regardé vers le couloir d'où provenait le joyeux fredonnement de Bettina. Heureusement inconsciente que son monde était sur le point d'être à nouveau bouleversé. Alors nous partons ce soir? Ai-je dit.
Ma résolution se durcissant autour de la seule certitude qui restait constante à travers tous ces changements, la protection de ma famille passait avant tout. Dis-moi ce que nous devons faire. Le crépuscule s'est installé sur le lac de Cèdre alors que nous faisions nos derniers préparatifs. Les instructions de Rachel étaient précises, ne prendre que ce que nous pouvions transporter dans des sacs à dos. S'habiller en couches. Emporter le minimum d'identification nécessaire. Tout le reste serait laissé derrière. Le chalet lui-même serait arrangé pour paraître temporairement abandonné plutôt que fui à la hâte. Nous achetant un temps précieux si nos poursuivants nous traquaient jusqu'ici. Je me suis déplacé dans les petites pièces avec une efficacité douce amère, effaçant les traces de notre présence tout en préservant l'illusion que nous pourrions revenir d'un jour à l'autre. Mamie. Pourquoi on doit partir la nuit ? A demandé Bettina alors que je l'aidais à emballer ses quelques affaires. C'est pas plus difficile de voir ? C'est exactement pour ça. Ai-je expliqué. Parfois. C'est plus sûr quand les gens ne peuvent pas te voir clairement. Elle a hoché la tête, acceptant cette logique. Comme une partie de cache-cache dans le noir. Tout à fait comme ça. Ai-je convenu ? Reconnaissante de sa capacité à transformer notre fuite désespérée en une autre phase de notre jeu. Rachel est entrée avec des provisions. Le contact dit d'apporter de quoi tenir 24 heures. Nous aurons environ 6 heures de marche pour atteindre le point de rendez-vous. 6 heures à travers la forêt. De nuit. Je ne pouvais cacher mon inquiétude. Avec une enfant de 7 ans ? Robert a planifié l'itinéraire avec soin. M'a-t-elle rassurée. Il suit des sentiers de gibier la plupart du temps. Il chassait dans ces bois avec son père. Tu te souviens ? Je m'en souvenais. Ces expéditions avaient donné à mon fils une connaissance intime de l'arrière-pays qui pourrait maintenant nous sauver la vie. À 22 heures, l'obscurité avait complètement envahi la forêt. Nous avons attendu 1 heure de plus avant de commencer notre voyage. Est-ce qu'on reviendra un jour ici ? A demandé Bettina alors que j'ajustais son petit sac à dos. La question m'a transpercée. J'ai envisagé de la rassurer. Puis j'ai opté pour l'honnêteté. Je ne sais pas. Ma chérie. Mais ce qui compte le plus, c'est que nous soyons ensemble. Toi. Moi et ta maman. On peut laisser des endroits derrière nous. Mais ce sont les gens qui font une vraie maison. Elle a absorbé cela avec son sérieux caractéristique. Puis a pris ma main. Je suis prête. Rachel menait la marche. Naviguant avec une lampe frontale à filtre rouge. J'ai pris la position arrière avec Bettina entre nous. Nous avons avancé lentement mais régulièrement. Nous arrêtant toutes les 30 minutes. Près du point médian, Rachel a appelé à une pause plus longue. Alors que Bettina somnolait contre mon épaule, Rachel et moi avons partagé un moment de connexion inattendu. J'ai été une mère terrible, a-t-elle dit doucement, fixant l'obscurité. Poursuivant ma carrière à Lyon pendant que Robert élevait notre fille. Nous avons tous des regrets. Rachel. Ai-je répondu, surprise par sa soudaine vulnérabilité. Mais en ce moment, tu es là quand ça compte le plus. Ça compte pour quelque chose. Vraiment ? A-t-elle demandé ? Une incertitude sincère dans la voix. Peut-on réparer des années d'absence dans une crise ? Tu serais surprise de ce qu'une crise révèle sur les relations ? Ai-je offert ? Quand tout le reste est dépouillé ? Le noyau tient ? Ou il ne tient pas ? Notre conversation a pris fin alors que Bettina s'agitait et que nous reprenions notre chemin. Près de l'aube, nous avons atteint une petite clairière. Nous sommes en avance, a dit Rachel. Le point de rendez-vous est à environ 40 minutes. Une petite cabane de chasse juste au sud de la frontière. La cabane de chasse est apparue soudainement. Bonjour, a appelé doucement Rachel en frappant.
Nous sommes la famille Dubois. Un silence inconfortable s'est étiré. Puis la porte a grincé, s'ouvrant sur un homme trapu d'une cinquantaine d'années. Il nous a fait signe d'entrer. Dépêchez-vous, a-t-il dit à voix basse. Ils ne sont pas loin derrière. Mon sang s'est glacé. Qui? Les hommes d'Horizon. J'ai intercepté leur communication. Ils ont trouvé le chalet et suivent votre trace. Rachel a blêmi. Qui êtes-vous? Un ami de Robert. Un ancien collègue de l'armée. Il savait qu'il aurait besoin de quelqu'un de confiance sur le terrain. Il nous a tendu des bouteilles d'eau. Nous devons traverser la frontière avant qu'ils ne puissent établir un périmètre. Soudain, le bruit de branches qui craquent à proximité nous a fait sursauter. L'homme a sorti une arme de poing. Restez derrière moi. La porte de la cabane a volé en éclats. Un des hommes en costume de l'aéroport a fait irruption. Son arme pointée sur nous. Notre guide improvisé a riposté. Et la petite cabane a explosé dans le bruit assourdissant des coups de feu. Rachel m'a poussé. Moi et Bettina. Au sol. Nous protégeant de son corps. Tout s'est terminé aussi vite que ça avait commencé. L'homme de Robert était touché. Mais l'assaillant gisait mort sur le sol. Il y en a un autre? A-t-il haleté, serrant son épaule blessée. Sortez par l'arrière. Suivez le ruisseau vers le nord. Je vais les retenir. Nous ne vous laissons pas. Ai-je protesté? Ce n'est pas une discussion? A-t-il crié? Son visage grimaçant de douleur. Robert m'a donné un travail à faire. Maintenant? Partez. Rachel n'a pas hésité. Elle a attrapé la main de Bettina et nous a entraînés vers une petite porte à l'arrière. Nous avons couru. Le cœur battant. À travers la forêt. Les sons de nouveaux coups de feu éclatant derrière nous. Nous avons suivi le ruisseau comme il nous l'avait dit. Courant sans nous arrêter jusqu'à ce que nos poumons brûlent et que le bruit des tirs s'estompe. Nous avons finalement atteint une route de service isolée. Épuisés et terrifiés. Quelques minutes plus tard, une voiture s'est approchée et s'est arrêtée. Un homme est sorti. Il ne ressemblait pas à un poursuivant. Madame Dubois? Je suis un contact de Monsieur Moulin. Il craignait que quelque chose comme ça n'arrive. Montez. Nous avons été conduites en toute sécurité de l'autre côté de la frontière. Dans une maison sécurisée à Genève? Hélène et Bettina ont enfin retrouvé Robert. Il était pâle. L'air hagard. Mais indemne. L'homme qui nous avait sauvés? A-t-il expliqué? Était un ancien camarade des forces spéciales. Il avait survécu. Les larmes ont coulé librement lorsque nous nous sommes étreintes. Robert a expliqué le plan. Le danger. Les raisons de ses actions. Il n'y avait pas de reproche. Seulement un soulagement immense. Quelques mois plus tard. La famille Dubois-Hélène. Robert. Bettina. Et même Rachel. Qui avait décidé de rester vivait sous une nouvelle identité dans une maison paisible au bord d'un lac en Nouvelle-Zélande. La vie d'avant était perdue. Mais ils s'étaient retrouvés. Hélène regardait Robert et Rachel jouer ensemble avec Bettina. Une paix profonde l'envahit. Elle avait découvert une nouvelle personne en elle forte. Courageuse. Bettina a couru vers elle. Tenant un lapin en peluche blanc et neuf. On peut l'appeler Monsieur Carotte 2? Hélène a souri. Un vrai sourire qui atteignait ses yeux pour la première fois depuis des mois. Elle a pris sa petite fille dans ses bras. Regardant le lac scintillant sous le soleil de l'après-midi. L'homme courageux qui avait donné sa vie pour les sauver ne serait jamais oublié. Les cicatrices resteraient. Mais ici, dans ce nouveau sanctuaire, la guérison pouvait enfin commencer. Elle a murmuré.
pour elles-mêmes et pour l'avenir qui s'étendait devant eux. Le voyage est terminé. Un nouveau voyage commence.